Bonjour à tous. Au sommaire de votre JT breton ce jeudi, la pêche à la coquille Saint-Jacques dans l'archipel des Glénans est ouverte depuis lundi. Nous avons suivi des pêcheurs. Ils sont mineurs, étrangers et sans famille, rencontre avec ces jeunes gens qui tentent de s'intégrer dans le Morbihan. Et puis ce jeudi soir à 20h30, vous pourrez suivre en direct les victoires de la Bretagne sur les antennes de TBO, TB Sud et TVR 35. Alors qui succédera à Gilles Falin et Miossec comme breton ou bretonne de l'année 2016, eh bien nous retrouvons Olivier Clèche dans cette édition. Bienvenue à tous dans ce journal du jeudi 8 décembre 2016. Près de 700 ouvriers d'État ont défilé ce jeudi à Brest. Fonctionnaires de la Défense et salariés de DCNS, ils dénoncent la fin du statut d'ouvrier d'État. Une réunion aura lieu ce vendredi au ministère de la Défense pour examiner la réforme de ce statut. Pour les syndicats qui représentent plus de 2000 personnes, pas question de privilèges, mais cette réforme pourrait nuire à l'attractivité du métier. Thomas Dacruz de la CFDT réagit au micro de Frédéric Lorenz. On n'arrive pas à recruter du personnel pour entretenir les avions qui partent sur les théâtres d'opération aujourd'hui. Et il n'y a que le statut d'ouvrier d'État qui permet de le faire. Donc ce n'est pas un privilège. Concrètement, on ne fait que s'aligner sur ce que propose le privé. Donc non, c'est vraiment réussir à garder une compétence et une maîtrise d'œuvre sur l'outil de défense que l'on veut. On voit bien qu'aujourd'hui, les théâtres d'opération se multiplient, on est partout, tout le monde est à flux tendu et malheureusement on veut encore se séparer d'un outil qui permet de répondre à un besoin opérationnel. Et puis ce jeudi, le lycée Le Sage de Vannes était le théâtre d'une simulation d'attaque terroriste orchestrée par la préfecture. 50 pompiers, 30 policiers ont entre autres été mobilisés. Un moyen de tester la coordination des services, mais aussi le dispositif de confinement des 740 élèves du lycée. Reportage complet ce vendredi dans nos éditions. C'est l'un des mets préférés sur les tables de fête. Depuis lundi, la pêche à la coquille Saint-Jacques est ouverte au large de l'archipel des Glénans. Les pêcheurs n'ont droit qu'à 300 kilos de coquilles par jour et Brice Gourenec a pu embarquer à bord de l'Ethervague. Il est 7 heures sur le port de l'Octudie. Depuis lundi, la pêche à la coquille Saint-Jacques est ouverte. David Bigère et son matelot Laurent prennent place à bord de l'Ethervague. À eux deux, ils cumulent plus de 60 ans de pêche. Au loin, c'est l'archipel des Glénans qui se dessine, leur terrain de jeu pour cette campagne 2016. Pour la pêche à la coquille, le top départ est donné à 9h précises, le temps de larguer la première drague. Un peu comme un râteau qui racle le fond de la mer, avec un grillage derrière composé d'anneaux qui retient la coquille, quoi, et qui laisse s'échapper le sable. Voilà, on racle tout simplement. Comme David, ils sont 24 cette année à avoir la licence d'exploitation pour la coquille Saint-Jacques. Arrivé sur zone, il faut choisir son spot. Le petit bout de la chance. On travaille avec les copains assez par information. Le portable sert à ça. Au premier coup de drague, c'est le jackpot. La pêche est bonne ce matin. Ça reste top. Quand la drague est vidée, il faut trier. Les gabarits sont très précis. Ne peuvent se vendre que les coquilles à partir de 10,2 cm. Et on y remonte aussi beaucoup d'étoiles de mer. C'est un prédateur pour la coquille Saint-Jacques. Donc on ramasse. Elle perce la coquille, elle les mange. Dernière étape, remplir les étiquettes de traçabilité. Une étiquette par sac. Et avec cette étiquette, s'il y a un souci sur la coquille, on doit retrouver le lot de la coquille, la provenance et le bateau qui l'a pêché. Ce matin, il aura fallu 4 coups de drague pour remplir les quotas de 300 kg. Une belle matinée pour l'Ethervague. Les coquilles seront vendues dans l'après-midi aux enchères. La campagne à la Saint-Jacques devrait se poursuivre jusqu'à début janvier. Depuis janvier 2016, ce sont les départements qui doivent prendre en charge les mineurs étrangers isolés. Il y a quelques semaines, François Goulard, le président du conseil départemental du Morbihan, dénonçait sur notre antenne ce transfert. Pour lui, c'est à l'État d'accompagner ces jeunes. Mais comment sont-ils pris en charge dans le Morbihan? Fanny Coconnier.
C'est ici, dans le centre-ville de Vannes, que depuis un an, la plateforme d'accueil des mineurs isolés suit de près 30 adolescents. Ils ont fui le Congo, la Côte d'Ivoire, le Pakistan ou encore la Centrafrique. 12 nationalités sont actuellement représentées. Les 5 salariés de l'association Les Apprentis d'Auteuil leur donnent des clés pour aller de l'avant. Nos missions, elles s'articulent autour de 4 axes principaux qui sont tout ce qui est la santé, faire des bilans de santé, leur permettre d'être en bonne santé. Il y a tout ce qui est l'alphabétisation, l'accès à la scolarisation et aussi à la formation. Il y a tout ce qui est accès à la régularisation. Et puis aussi, il y a tout ce qui est accompagnement dans la vie quotidienne pour pouvoir acquérir les codes de notre société et pour pouvoir jouer la partie ici en France. C'est vraiment de pouvoir leur donner un socle minimum dans tous ces domaines-là pour qu'ils puissent démarrer un parcours qui s'inscrit de façon plus pérenne en France. Au quotidien, les éducateurs les accompagnent dans la gestion de leur logement, leur budget repas, leurs démarches administratives. Au cœur de leurs préoccupations, l'insertion. Karine a 17 ans, elle est arrivée en France il y a 10 mois. Hébergée dans un foyer de jeunes travailleurs, elle suit une formation d'aide à la personne. J'ai choisi, ils m'ont aidé jusqu'à ce qu'on puisse trouver une bonne école. Mais à la suite de ça, je suis inscrite à l'école et je suis trop contente parce que j'aime ça. Je peux dire en un mot que l'association m'a aidée à grandir. Les jeunes sont en moyenne suivis pendant 4 mois par la plateforme, le temps de trouver une formation professionnalisante, de pouvoir payer leur loyer. Ce jeune malien de 18 ans a franchi ce cap après 1 an de suivi avec la plateforme. En mai, il passera son CAP cuisine. Depuis que je suis venu en France ici, il y avait l'éducateur pour faire tout à ma place. Mais aujourd'hui, je suis très fier parce que c'est moi qui fais tout. Je suis indépendant. Aujourd'hui, 10 jeunes de la plateforme sont en période d'alphabétisation, 10 autres en lycée professionnel et 10 en formation professionnelle. À 20h30 ce jeudi, vous pourrez suivre la cérémonie des Victoires de la Bretagne en direct et on en parle tout de suite avec Olivier Clèche. Alors Olivier, bonjour, vous êtes à Saint-Brieuc au Palais des Congrès. Rappelez-nous ce qui va s'y dérouler ce soir. Bonjour Julie, eh bien ce sont les préparatifs des Victoires de la Bretagne. C'est la 3e édition de cet événement organisé par le groupe Le Télégramme avec le Crédit Mutuel de Bretagne et la région Bretagne. Alors comme vous le savez, il s'agit une nouvelle fois de récompenser les Bretons qui se sont illustrés au cours de l'année écoulée par leurs innovations, par leurs initiatives, par leurs entreprises. 15 victoires vont être remises ce soir, 12 victoires plutôt thématiques. On va y trouver des sportifs, des artistes, des chefs d'entreprise. Et puis 3 grandes victoires, la victoire spéciale du jury, la victoire du public qui va voter en direct par SMS durant la soirée, et puis le breton ou la bretonne de l'année. Et en quoi consiste cette soirée? Que va-t-il s'y passer, Olivier ? Alors cette soirée, c'est une soirée qui est retransmise en direct sur les 3 télévisions bretonnes, TVR 35 à Rennes, TBO dans le Finistère, TB Sud dans le Morbihan. C'est une soirée de gala avec évidemment la partie cérémonielle de remise des 15 victoires et puis entre chacune de ces remises de victoires, des moments un peu plus de divertissement, des moments artistiques. On va y trouver l'imitateur Laurent Chandemerle, qui est un enfant du pays, qui est bien connu ici dans les Côtes-d'Armor et à Saint-Brieuc, qui va co-présenter ses victoires avec un certain nombre de voix que je vous laisserai découvrir aux côtés de Pauline Ferco, qui est journaliste à TBO. On va retrouver aussi la compagnie POC, c'est du jonglage musical. Vous verrez, c'est vraiment très très beau. Et puis on va retrouver aussi le magicien Gérald Le Guillou, un autre enfant du pays qui est très bien connu ici aussi. Et alors Olivier, les talents bretons sont-ils nombreux ? Alors cette année, oui, on a eu vraiment un éventail de candidatures particulièrement important puisque nous avons collecté et reçu plus de 500 candidatures au total. On en a isolé 136 qui ont été soumises à un jury présidé par l'écrivain Yann Kefelec, qu'on ne présente plus, donc auteur des Noces barbares, prix Goncourt. Et ce jury a eu beaucoup de travail pour départager les 136 candidats, les 136 dossiers. Ils en ont gardé 36 nommés et c'est au sein de ces 36 nommés qu'ont été désignés les 15 lauréats de ce soir. Les 14 lauréats, puisque le 15e sera celui du public. Merci beaucoup Olivier. On retrouve les Victoires de la Bretagne à 20h30. Merci Julie. Au revoir. Des postiers en grève et une manif contre les projets inutiles, c'est dans le Tour de Bretagne en 60 secondes.
Ce jeudi, à Lannion, manifestation éclair et en musique pour dénoncer les projets inutiles. Pêle-mêle, on retrouvait les opposants à l'aéroport de Notre-Dame-des-Landes, à l'extraction de sable en baie de Lannion ou encore ceux opposés à la future centrale à gaz de Landivisiau. Et tout ça en moins de 30 minutes top chrono. À Quimper, une quarantaine de facteurs manifestaient contre une dégradation de leurs conditions de travail. Les grévistes souhaitent l'embauche de 2 CDI, peut-être pour la période de Noël, pour pallier le pic d'activité qui devrait arriver ces prochains jours. Pas de panique, logiquement, vous aurez vos cadeaux en temps et en heure. Et c'est la fin de cette édition. Merci beaucoup de nous avoir suivis. On se retrouve demain, 19h30. Bonne soirée. Armandro? Ja, dan labo Andro. Matre. Labo zo dobre lejs. Cernose, votre série policière, revient pour la seconde saison. Plongez tous les vendredis à 20h45 dans l'atmosphère noire de cette série captivante, tournée au Pays de Galles. Bonjour à tous, c'est l'Instant T, votre magazine d'actualité en Finistère. Aujourd'hui, un témoignage dans cette émission, une plongée dans la vie d'un jeune homme qui a grandi dans l'un des quartiers dits difficiles de Brest. Il s'agit de Pont-à-Nézenne. L'auteur écrit sous le pseudonyme de Yaef Biata et il est ce jeudi sur notre plateau. Bonjour. Bonjour. Et vous avez publié ce livre, Mon histoire entre deux mondes. On en parlera avec vous dans un instant. Dans l'Instant Culture, on va se replonger dans l'histoire d'un des lieux industriels les plus importants de notre département, c'est la manufacture des tabacs à Morlaix. Les archives départementales ont récupéré des milliers de documents et une partie de ces archives est à retrouver dans ce livre. Maël Cariou, bonjour. Bonjour. Vous travaillez aux archives départementales et vous nous en direz plus sur cet endroit dans un instant. Mais avant de parler de la manufacture des tabacs, partons entre deux mondes. Alors Yaef Biata, votre récit commence lorsque vous avez 13 ans, en 2001. Vous racontez que vous êtes français d'origine marocaine avec 4 sœurs, 2 frères et que vous vivez dans un HLM, dans une petite cité dite sensible, c'est vos mots, qui s'appelle donc Pont-à-Nézenne. Pourquoi est-ce que vous avez eu envie de raconter votre histoire ? Alors c'est venu tout naturellement en fait, après une tragédie familiale. Je me suis mis dans une sorte de bulle et j'ai commencé à écrire sur des papiers qui se sont transformés en livre, voilà. Et j'ai vraiment découvert ensuite la passion pour les mots. D'accord. Et finalement, la première histoire que vous avez envie de raconter, c'est la vôtre. Exactement. Vous avez appelé votre livre Mon histoire entre deux mondes. Oui. Quels sont ces deux mondes, justement ? Alors, ces deux mondes, c'est déjà Pont-à-Nézenne, le quartier et le monde extérieur. Pour moi, c'est deux mondes différents. Et ensuite, pour la première partie et la deuxième partie, c'est le monde réel et le monde spirituel. Vous vous appelez Youssef Attabi. Vous avez choisi d'écrire sous pseudonyme. Pour quelle raison ? Tout simplement pour mettre une certaine distance entre les lecteurs et moi-même. C'est mon livre, c'est un nom d'artiste en fait. D'accord. En tant qu'écrivain-auteur. Vous décrivez dans ce livre l'ambiance de votre jeunesse. Alors, il y a les chahutages entre copains dans les halls d'immeubles, il y a les moments d'études dans le centre pour jeunes, il y a aussi les voitures brûlées, les bus caillassés, les rixes. Vous décrivez aussi les personnages qui vivent parfois un peu en marge de la société. Il y a aussi votre famille très présente. Pont-à-Nézenne est souvent ciblée du doigt, montrée comme un quartier difficile où il se passe des choses parfois un peu de délinquance. Qu'est-ce que vous pensez de cette image justement qui est véhiculée ? Qu'elle est faussée tout simplement, que dans le quartier il y a une très bonne ambiance, on vit comme tout le monde en fait, c'est juste que c'est vrai il y a une minorité qui fait des conneries comme on dit, après il n'y a pas de fumée sans feu, c'est peut-être aussi comme j'ai dit dans mon livre un appel au secours, ils s'ennuient, faudrait mettre en place plus d'activités pour les jeunes déjà d'une et qui déjà s'occupent au lieu de faire des conneries et qui mettent en place, qu'ils ouvrent plus le quartier déjà aussi. Et peut-être que là, il y aura un avancement.
Alors plus d'activités justement pour les jeunes, eh bien on est justement allé les rencontrer, ces jeunes à Pont-à-Nézen, au centre social Horizon. Des animateurs leur proposent justement des activités grâce au foot et à la boxe par exemple. Ils créent du lien et insistent sur l'importance d'aller à l'école. Camille Pochet. Dans le quartier de Pont-à-Nézen à Brest, le vendredi pour les ados, c'est foot pour les garçons et boxe pour les filles. Le pôle sport du centre social Horizon Léo Lagrange est en place depuis 2 ans. Le projet, créer du lien dans ce quartier réputé difficile, éviter que les adolescents ne soient dans la rue et leur offrir un espace pour se rencontrer. Par exemple, la preuve, là, tout le monde rigole, alors que souvent, quand on est dehors, entre nous, comme ça, sans animateur, il y a souvent des conflits, des embrouilles. Ça nous aide à être avec les amis et à plutôt être tranquille dans sa tête, quoi. J'ai appris à faire confiance à mes amis, par exemple. Les jeunes passent un contrat moral avec le centre social et leurs parents. Ils peuvent venir jouer s'ils s'engagent à étudier. Et pour certains, le foot est une motivation qui les remet sur le chemin de l'école. Il y a un jeune aujourd'hui, ça fait 3 mois, il vient à tous les matchs qu'on fait, il vient aux entraînements. Je lui ai dit, je ne te prendrai jamais tant que tu n'auras pas d'école. Et il a fait les démarches d'aller voir des associations, Don Bosco, d'aller chercher des éducateurs de son propre gré. Et là, son dossier est en cours et en accord avec les parents, je lui ai dit qu'on ne l'intègre pas tant que ce ne sera pas effectif. Surtout le groupe qu'on a, il n'y a personne qui n'est pas à l'école. Les animateurs du quartier travaillent aussi avec des clubs de sport autour de Brest pour y intégrer les jeunes recrues. Bourama, lui, passe actuellement son BAFA pour devenir à son tour animateur. Comme j'ai bientôt la majorité, là bientôt, ça me permet de trouver un travail et me voir dans le futur et tout. Le centre social propose aussi d'autres activités dans l'idée de former une cohésion au sein de ce quartier. Certains adolescents ont ainsi créé le Ponta Comedy Club où ils montent une pièce de théâtre. Alors on le voit, Yatef, rester à l'école, parfois ça tient à peu de choses. Dans votre livre, justement, vous en parlez, vous dites qu'il y avait des professeurs absents quotidiennement dans le collège où vous étiez. Ça a été dur de suivre une scolarité ? Quand même, ouais. Quand même, ça ne donnait pas envie, en fait, au niveau des professeurs, ou pas tous, hein, après je généralise pas, mais c'est vrai qu'il y a un manque d'envie. Vous racontez qu'à un moment aussi, vous voliez dans les magasins. Oui. Qu'est-ce qui, à un moment, ne vous avez pas fait tomber dans la délinquance, la vraie finalement, choisir cette facilité? La passion des animaux, déjà d'une, et l'amour de mes parents. J'avais quand même des limites, et puis aujourd'hui j'ai un casier vierge, et je travaille dans le milieu médical, et j'avais toujours cette conscience qui m'évitait justement de déraper, c'est les animaux en fait avec mes parents, comme j'explique dans mon livre. Mais cette conscience, c'est peut-être difficile de l'avoir quand on est un jeune et que finalement ça tient un peu de choses aussi. Ça veut dire qu'il faut que la famille soit présente aussi. La famille aussi, que soit présente, et aussi dans le quartier, qu'il y ait quelque chose qui fasse vivre les jeunes, qui les occupe. Et parce que s'ils ne sont pas en fait occupés, ça peut déraper. Ensuite, vous parlez de votre parcours professionnel, d'abord en apprentissage dans la restauration rapide, puis ensuite vos passages dans une maison de retraite médicalisée. Comment ça s'est passé justement votre entrée dans le marché du travail? Ça a été facile? Non, ça a été très difficile. On nous claquait la porte parce qu'on venait de Pont-à-Nézen, tout simplement. Il y a une étiquette qui est marquée. Il y a une étiquette, il y a des codes, une façon qui est repérée qu'on vient d'un quartier. Et quand on prononce le mot Pont-à-Nézen, tout de suite les gens ont peur. Et j'en ai démarché beaucoup, jusqu'au final trouver justement cette maison de retraite médicalisée qui m'a accueilli. Et alors aujourd'hui, vous vivez à Rennes. Vous avez aussi voulu vous éloigner de Pont-à-Nézen? Oui, ouais. Pour quelle raison? C'était important, c'était pour en fait prendre mon envol, comme on dit aussi, et construire quelque chose. Et je voyais que je grandissais, que j'étais adulte. Je voulais habiter ailleurs, en fait, tout simplement, découvrir d'autres villes. Est-ce que vous revenez souvent ici? 3 fois par mois. 3 fois par mois? Je suis très souvent à Brest. D'accord. Pour revoir votre famille? La famille, les amis, le quartier, tout ça, c'est... J'ai plein de petits neveux et nièces qui vivent dans le quartier, qui font des activités comme on vient de voir. D'ailleurs, il y en avait dedans. Et c'est important, j'espère qu'il y aura plus d'activités et plus de choses pour les jeunes. Eh bien, merci beaucoup, en tout cas, Yatef, d'être venu nous témoigner et nous parler de ce livre et de votre parcours. Merci beaucoup. On rappelle que votre livre, Mon histoire entre deux mondes, est disponible sur Amazon et bientôt dans les librairies. Merci beaucoup, Yatef. On passe maintenant à une autre histoire, celle de la manufacture des tabacs de Morlaix.
Alors Maëlle Cariou, les archives départementales publient ce livre, La manufacture de Morlaix, une visite de 200 ans en archives. Pour tous ceux qui ne connaîtraient pas cet endroit, est-ce que vous pouvez nous rappeler ce qu'est la manufacture des tabacs de Morlaix ? La manufacture des tabacs de Morlaix, c'est un lieu industriel emblématique du département, puisque c'est une manufacture qui était d'abord royale, fondée, les murs ont été bâtis dans les années 1740, donc 18e siècle. Ensuite, c'est devenu un monopole d'État à partir de Napoléon, 1811. Et donc, c'est un lieu comme ça qui a vu passer toute une mémoire ouvrière, tout un travail qui s'est étalé dans le temps avec la fabrication des cigares, de la poudre à priser, du tabac à mâcher, finalement du XVIIIe siècle jusqu'à sa fermeture en 2004. C'est sa fermeture il y a 15 ans, le site a fermé. Fin novembre, on apprenait aussi que Seita, qui gérait donc la manufacture de Morlaix, allait fermer la dernière manufacture de tabac en France, à Riom, dans le Puy-de-Dôme. C'est donc une véritable page qui se tourne. Ça donne encore plus de valeur aux documents que vous avez exploités pour ce livre. On imagine cette histoire qui se termine. C'est l'histoire de la manufacture, elle continue. C'est d'une transition. Maintenant, les services de Morlaix Communauté transforment progressivement le lieu. Ça va devenir un espace culturel. C'est déjà un espace tertiaire, économique. Et donc, dans ce moment de transition où beaucoup des salles sont vides, le fonds des archives, qui est un fonds très important, 700 mètres linéaires, nous permet comme ça de continuer le dialogue en fait, entre le bâti et puis les écrits qui permettent de le comprendre, de revivre cette histoire industrielle, ces techniques, puisque la manufacture des tabacs de Morlaix, par exemple, est la seule en France qui a encore aujourd'hui des moulins à râper en fonte qui sont encore en place. Et donc c'est quelque chose de magnifique et qu'il faut continuer à valoriser. Alors justement pour ce livre, vous êtes appuyé sur un fonds d'archives assez important. D'où viennent ces documents justement? C'était l'industrie qui les avait gardés, l'entreprise? Tout à fait. L'entreprise en fait produit des archives pendant toute son histoire. Le premier document que l'on a dans le fonds, c'est l'installation du conseil d'administration en 1811. Et puis jusque dans les années 2000, le fonctionnement de l'administration produit des archives. Et ces archives, vu qu'il y avait de la place à Morlaix, il y avait une salle d'archives assez importantes, ont été conservées. Elles sont parties à un moment à Fleury-les-Aubrais chez Altadis, puis vu que c'est des archives d'État, le conseil départemental les a revendiquées. Elles sont revenues aux archives donc en 2006, ce qui nous a permis de commencer à classer le fonds et d'extraire les documents que nous présentons dans cet ouvrage. Est-ce qu'il y a des archives qui vous ont surpris par ce qu'ils racontent? Il y a des choses assez étonnantes. Déjà, dans un fonds d'archives d'une manufacture des tabacs, vous trouvez aussi je vais être un peu étonnant, je ne vais pas parler d'écrits, mais c'est des pièces. Vous avez des cigares que l'on trouvait dans le fond de la manufacture, des petits paquets de tabac à priser, de la publicité tout à fait magnifique, puisque c'est une époque aussi où le tabac se vit un peu sans tabou. Ouais, et donc, on a des planches aussi qui expliquent de l'histoire du tabac, qui sont assez étonnantes, où on nous dit qu'on a constaté au 19e que personne, on n'a pas vu commettre un crime, une cigarette ou une pipe à la main, et donc le tabac serait moralisateur, des choses comme ça tout à fait étonnantes. Et puis des choses un petit peu qui nous parlent aussi de l'activité des ouvriers et des jeunes ouvriers, par exemple, puisqu'on a aussi des registres des enfants qui travaillaient à la manufacture des tabacs de Morlaix, puisqu'il faut savoir que pendant tout le 19e et une partie du 20e, il y avait des enfants mineurs qui travaillaient donc à la Manu. Une toute autre époque, effectivement. Voilà. La Manu a fermé il y a 15 ans. Des ouvriers vivent encore, qui ont travaillé dans cet endroit. Quelle a été la réaction à la vue des archives que peut-être ils ont découvert? Vous leur avez montré? Vous avez travaillé avec eux? Comme le fonds est encore en cours de classement, c'est justement un objectif de rendre aux citoyens finalement l'accès à ces documents. Donc ça, c'est toujours en cours. Pour l'instant, on ne peut pas le faire. Mais on a travaillé avec les services de Morlaix Communauté qui nous ont fait l'introduction historique et qui ont travaillé eux-mêmes avec les anciens de la Manu, qui est une association qui était là pour préserver et sauvegarder cette mémoire ouvrière et ces machines aussi que l'on trouvait encore dans la Manu des tabacs. Mais merci beaucoup Maëlle Cariou, en tout cas d'être venue nous parler de ce livre. Je le rappelle, La manufacture de Morlaix, une visite de 200 ans en archives aux éditions Locus Solus. Voilà pour tout apprendre sur ce lieu industriel du Finistère. Et le livre sort le 9 décembre en librairie. C'est ça, exactement. Merci à tous les deux d'être venus sur ce plateau. Merci à vous de nous avoir suivis. Vous nous retrouvez bien évidemment sur les réseaux sociaux et également sur notre site internet pour les replays www.tbo.bzh. On se retrouve demain pour un nouvel Instant T. Très bonne soirée.